Définir la violence politique revient en général, selon une majorité d'auteurs, à insister sur 4 critères différents. L'acteur de la violence, la cible, l'intentionnalité et les effets de la violence. L'acteur, l'idée c'est finalement de dire qu'une violence sera politique à partir du moment où l'acteur qui la pratique est de nature politique, a une identité politique. L'État, par exemple. Bien sûr, ce seul critère ne suffit pas, puisqu'on peut imaginer que des acteurs politiques peuvent pratiquer des violences qui ne sont en rien politiques, mais peuvent relever de la pure délinquance ou de la pure criminalité ordinaire. Le deuxième critère, c'est l'intentionnalité. Une violence sera qualifiée comme politique si elle a une intentionnalité politique qui peut avoir comme objectif de renverser un régime, de faire bouger les lignes, de prendre acte avec le pouvoir politique en place. Mais là encore, ce seul critère ne suffit pas, puisqu'il y a tout un tas de violences sans aucune intentionnalité politique, qui peuvent avoir évidemment des effets, des conséquences politiques, à l'image de violences de faits divers ou de la violence routière, qui n'est pas en soi une violence politique, mais qui peut avoir des conséquences politiques sous la forme de vote de loi ou de mise en place de politiques publiques. Le troisième critère, c'est le critère de la cible. Une violence politique sera qualifiée de politique si elle se dirige vers une cible qui sera considérée comme politique. Mais là encore, ce seul critère est peut-être un peu imprécis, puisque si on prend les attentats, par exemple, récents du 13 novembre, ces attentats n'étaient pas dirigés contre des acteurs politiques, c'était des citoyens ordinaires, et pourtant personne n'irait dire que cette violence de type terroriste ne relève pas de la catégorie des violences politiques. Et puis enfin, les effets. Alors là, ça renvoie évidemment à la célèbre définition d'Harold Neilberg sur la violence politique. Selon lui, la violence sera qualifiée de politique si elle a des effets qui sont politiques et si elle est également justifiée politiquement. Donc cette deux dimensions, qui est d'être une violence à la fois justifiée idéologiquement et politiquement, et dans le même temps qui a des effets politique sur l'agenda public, sur l'univers politique, permettra de qualifier une violence de politique. Il est important que les chercheurs s'intéressent à la matérialité, à l'empirie de la violence. Et c'est principalement ce qu'on a essayé de faire, par exemple, dans le livre qu'on a publié avec Isabelle Sommier, La violence politique en France, qui repose sur une très grosse base de données empiriques de la matérialité concrète de la violence en France. C'est également le travail que on a essayé de faire avec le chercheur Romain Seize de la direction de l'administration pénitentiaire, lorsque l'on a travaillé sur 353 dossiers de terroristes islamistes, de TIS radicalisés, où l'on a cherché à produire là aussi une base de données autour de à peu près 90 items en lien avec les parcours de vie des acteurs, leur socialisation au djihad, les répertoires d'action, donc les infractions qu'ils ont pu commettre, tout ça apportant évidemment des connaissances matérielles sur la violence forte. On s'aperçoit par exemple qu'un certain nombre de conclusions, parfois un petit peu hâtives, ne rencontrent pas finalement nos conclusions à nous sur la base de ces dossiers empiriques. Le premier exemple porte sur l'idée finalement que les radicalisés islamistes seraient tous atteints massivement de troubles psychiques ou de troubles psychiatriques, ce qui est totalement faux au regard des statistiques que l'on a construites, puisque seulement 8% d'entre eux sont atteints de troubles psychiatriques avérés, ce qui d'ailleurs est un petit peu moins de la moyenne nationale. Deuxième point, les radicalisés seraient tous massivement issus de la délinquance, où finalement on aurait des acteurs délinquants qui auraient reconverti leur savoir-faire délinquant dans le djihadisme, qui serait aussi une façon de se racheter une bonne conscience. C'est vrai, cela existe fortement, mais ce n'est pas massivement, c'est pas en tout cas une dominante du genre, puisque 57% des djihadistes TIS actuellement en prison n'ont jamais rencontré l'institution judiciaire.
enfin, troisième élément un petit peu contre-intuitif serait l'idée que finalement les djihadistes agissant sur le sol français viendraient massivement de l'étranger, en particulier par les voies migratoires traditionnelles. Là aussi, c'est faux. On a massivement un terrorisme domestique, puisque 81% des TIS actuellement incarcérés sont de nationalité française, 19% sont de nationalité étrangère, et sur ces 81%, 18% sont de double nationalité, mais ne sont néanmoins également français.